je m'appelle Akram Blouza. Je suis un cloud builder chez Whiskey, qui est une boîte de conseil spécialisée dans le cloud et DevOps. Le sujet d'aujourd'hui, c'est vous donner un retour d'expérience sur une migration d'une application web vers un PaaS OpenShift chez un client que je ne vais pas mentionner son nom. Voilà. Parce qu'il n'a pas envie que je mentionne son nom. Ah, excuse-moi. Hop. Pour le plan de cette présentation, je vais commencer à parler OpenShift. Déjà dans le public, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent OpenShift? D'accord. Kubernetes? D'accord. Parfait. Donc ça vaut le coup que voilà, je parle un petit peu d'OpenShift parce qu'il y en a certaines personnes qui ne connaissent pas de quoi s'agit-il. Après, je vais dire pourquoi on a choisi OpenShift. Je vais parler ensuite de l'organisation du projet, les choix techniques effectués, les difficultés qu'on a rencontrées au sein du projet après cette migration, voilà, et ce qui nous attend demain. Excusez-moi. Et ce qui nous attend demain dans cette migration ou les prochaines migrations des applications. Alors, c'est quoi OpenShift? OpenShift, c'est un PaaS, un Platform as a Service, qui permet de faciliter la construction, le déploiement et les exécutions des applications dans des conteneurs. Voilà, lorsqu'on parle de conteneurs, on parle d'orchestrateur qui est derrière. Et OpenShift, il a choisi Kubernetes pour orchestrer ces conteneurs qui sont généralement, dans la majorité des cas, des conteneurs Docker. Kubernetes. Lorsqu'on dit Kubernetes, on parle de composants qui sont derrière et OpenShift tire tous ces composants-là. Voilà. Du coup, on trouve la notion de pod qui embarque les conteneurs Docker. On trouve les composants Replication Controller, les services derrière les pods, la partie persistance avec le Persistent Volume Claim et Persistent Volume. Qu'est-ce qu'il rajoute OpenShift par rapport à tout ça? Il ajoute le composant route pour exposer les services vers l'extérieur. Nous avons le SDN, le Software Defined Network, pour gérer tout ce qui est networking. Tout ce qui est déploiement, il a rajouté la partie deployment config. Nous avons aussi la notion d'image stream au niveau des projets pour stocker les images qui sont rattachées directement au projet. OpenShift, comme je vous ai présenté tout à l'heure, comme je vous ai dit tout à l'heure, il fait aussi du build. Donc on a aussi du build config pour construire les applications directement dans OpenShift. Nous avons aussi un registry interne à OpenShift qui est exposé directement dans la solution. Et bien entendu, le source to image, le S2I, qui permet, avec le build config, de construire une image directement en se basant sur la source. Donc, c'est une stratégie phare d'OpenShift qui permet de construire directement l'image en lui indiquant la source du code. Et derrière, il sait tout faire pour créer son propre Dockerfile, construire l'image et l'embarquer dans le registry OpenShift. Alors, pourquoi OpenShift? OpenShift, il permet d'offrir une meilleure efficacité du SI. Comment? En diminuant le nombre de bugs post-développement. C'est un grand point
qui est relié directement au conteneur Docker. En fait, dans un conteneur Docker, on construit un environnement isoprod. Donc, le développeur, depuis les premières phases de développement, il a un environnement qui est exactement le même qui va s'exécuter en production. Donc, derrière, tout ce qui est difficultés ou problématiques qui sont rattachées à l'environnement sont détectables dès le début, dès la phase de développement. Ce qui nous permet de réduire les coûts de l'infra, parce qu'un développeur, généralement, dans un monde hors conteneur, il a besoin d'installer un Tomcat, parfois un Tomcat pour de dev, un autre pour les tests, avant de pousser son application vers les environnements supérieurs. Donc ça prend du temps. Et grâce au conteneur Docker, on a tout ça déjà mis en place dès le début. Il suffit juste de l'instancier et on a tout l'environnement prêt dès le départ. Je parle aussi de maintenance parce que comme on détecte pas mal d'anomalies dès le début, on arrive à avoir moins de bugs de production voilà, dès le début. Et aussi la réduction du time to market. Comme l'image, c'est elle qui va être exécutée en production. Donc le cycle de processus de déploiement continu, il est rapide, il est beaucoup plus rapide. Il suffit simplement de déployer cette image-là dans l'environnement cible et ça va marcher comme ça a marché dans l'environnement de développement. Donc le processus de déploiement, il est beaucoup plus rapide et ça nous permet de réduire le time to market. OpenShift nous offre aussi une meilleure sécurité des données. Comment ? Avec OpenShift, on a un cluster exhaustif du parc, donc on maîtrise ce qu'on a. On maîtrise les serveurs qu'on possède et du coup, côté sécurité, c'est bien géré grâce à OpenShift. Ce qui nous permet de réduire le temps entre l'annonce et le correctif de tout problème relié à la sécurité. On a un cluster, on sait ce qu'on a. Du coup, s'il y a un problème, il y a des outils de monitoring offerts par OpenShift. Donc, on sait les utiliser, on sait détecter les problématiques rapidement. OpenShift nous permet aussi d'augmenter la qualité de service. Comment ? Grâce à la haute disponibilité et la haute performance. Effectivement, avec le cluster OpenShift, avec les notions de route, on peut facilement installer, mettre en place une haute disponibilité. C'est déjà offert par la solution et du coup, il n'y a plus du temps perdu pour essayer de réfléchir et mettre en place cette brique qui est très importante pour une application qui passe en production. Du coup, derrière, grâce à tout ça, on diminue le nombre de bugs de production. Même s'il y a un problème en production, grâce à la haute disponibilité, ça permet de balancer directement le trafic vers un nœud qui fonctionne et ça permet de faire rapidement aussi des retours arrière sur une application N-1 si on détecte qu'il y a vraiment un problème majeur sur l'application qui est déployée. Voilà l'aperçu global de tout ce que j'ai cité. Côté organisation. Donc, sur le projet de cette migration, on est parti sur une équipe DevOps constituée de 10 personnes à peu près. Nous avons un référent de sécurité SI qui n'est pas délégué à 100% sur le projet. Il est présent quand nous avons des questions qui sont rattachées à la sécurité. Et du coup, il intervient à peu près à 30-40% sur le projet.
Nous avons des consultants Red Hat, on a un architecte technique, un consultant et un Scrum Master. Nous avons aussi un Product Owner qui essaie de parler directement avec le client pour tout simplement ramener les besoins essentiels dans l'intégration au niveau de cette migration. Nous avons un architecte technique applicatif, un architecte d'infra, un référent d'exploit, un architecte middleware et un référent applicatif. On voit bien ici que c'est vraiment une équipe DevOps qui est dédiée. On a l'expertise de chaque domaine d'un cycle de vie d'une application, ce qui a permis la réussite de cette migration. Par rapport au déroulement du projet, on s'est organisé en agile. Donc, nous avons des sprints de 2 semaines. Voilà. Au début du projet, on a fait un atelier de design, tout simplement pour cadrer le projet et définir les objectifs de projet. Sur cet atelier de design, il y avait eu qu'on appelle les sponsors du projet pour nous fournir les différents objectifs à atteindre par l'équipe après cette migration. S'il s'agit de sprints de 2 semaines, avec un sprint planning au début de chaque sprint, un daily quotidien, on le fait vers 10 heures à peu près, une démo à la fin du sprint, et bien entendu une rétro derrière qui nous a permis de corriger nos erreurs et tout simplement avoir un aperçu de l'équipe par rapport à ce qui a été fait et ce qui nous attend derrière. Sur les choix techniques, nous avons 2 intervenants essentiels sur le cluster OpenShift. Nous avons des administrateurs. Excusez-moi. Comme ça, c'est mieux. Hop. Je ne sais pas si ça marche. Voilà. Nous avons un... Ouais, bon, c'est pas grave. Nous avons un administrateur, des administrateurs qui accèdent à l'application. Donc, il accède autant qu'admin sur l'interface d'admin. Et on a des clients, les clients qui accèdent à leur application, qui accèdent tout simplement aux applications qui sont déployées dans le cluster OpenShift. Pour installer le cluster, on est parti d'un bastion qui contient Ansible. Et à partir de ce bastion, nous avons lancé des playbooks Ansible. C'est des playbooks que vous trouvez dans OpenShift Origin qui est dans GitHub, qui permet d'installer toute l'infra que je vais vous présenter maintenant. L'administrateur, pour accéder à sa console d'admin et pour avoir accès au client OpenShift, il passe par un reverse proxy qui est F5, qui expose une VIP, qui balance le trafic vers l'un des masters OpenShift. Donc aujourd'hui, nous avons 3 masters OpenShift qui sont déployés au niveau du cluster. Le client, pareillement, pour accéder à ces applications, passe par un reverse proxy, qui est un achat dans notre cas, qui expose aussi une VIP et qui balance le trafic vers l'un des nœuds d'infra. Nous avons aujourd'hui 3 nœuds d'infra. Ces nœuds d'infra, dans ces nœuds d'infra, nous avons la route qui permet
d'envoyer le trafic vers le bon nœud applicatif, là où nous avons l'application. Aujourd'hui, nous avons 2 nœuds de non-prod, donc les développeurs, la recette, la pré-prod. On installe les applications au niveau de ces nodes-là. Et pour la prod, on nous a dédié deux nœuds pour la production. Donc, toutes les applications de la production sont installées au niveau de nœuds de production. Ainsi, lorsque un client veut attaquer une application, il passe par les nodes d'infra, là où il y a les routeurs, et le routeur renvoie le trafic vers le nom de nos productions, si l'application s'agit d'une application de non-production, et vers le nœud de production, s'il s'agit d'une application de production. Autour de tout ça, nous avons un ensemble de serveurs qui sont utilisés au sein de notre cluster. Nous avons un serveur DNS pour tout ce qui est nom de domaine au niveau de notre cluster. Voilà, donc on trouve ici, par exemple, pour tout ce qui est apps, un apps.web.xxx.fr, c'est comme ça qu'on a défini le nom de domaine de toutes les applications chez les clients. On trouve aussi un Active Directory, c'est pour gérer tout ce qui est authentification, pour accéder à notre application. L'authentification pour les administrateurs qui veulent y accéder en tant qu'admin. Et au niveau de l'application, pour gérer tout ce qui est authentification rattaché à l'application. Tout ce qui est monitoring, il est géré avec Cloud4. Et tout ce qui est stockage, il est géré avec NFS Server. Voilà. Je passe à l'architecture de l'application. Avant la migration, c'est important de vous donner un aperçu comment c'était cette application-là. Donc, c'est une application web classique, là où c'est divisé en 3 composants essentiels. On a un partie frontale, une partie batch et un web service. L'application frontale, elle est répliquée en 2 instances, avec un frontal Apache. La partie web service, elle utilise aussi un frontal Apache et attaquée vers l'extérieur depuis un outil interne. Et côté authentification, comme c'est une application qui est déployée sur Windows, on utilise du NTLM avec NTLM V2 avec un Active Directory derrière. La migration de l'application vers OpenShift. Ce que j'ai cité à droite, ça continue à fonctionner comme avant. Ça veut dire vers l'extérieur, on attaque une base de données extérieure et un web service toujours extérieur. Pour l'application, sur la partie front, la partie web, pour reproduire les 2 instances que je vous ai montré tout à l'heure, on a mis un réplica A2 au niveau OpenShift. Il y a la couche service d'OpenShift qu'on a mis en place. Nous avons rajouté une route pour exposer le service vers l'extérieur. Côté authentification, nous avons migré, comme ici on est dans un cadre plus Windows mais plutôt Linux, on a utilisé du Kerberos pour tout ce qui est authentification. Sur le web service, c'est pareil. On a exposé une route vers l'outil interne. Il y a la partie filtre, la partie filtrage IP que vous avez vu tout à l'heure, on a intégré au niveau de l'application. Et la route SSL qui est exposée vers l'extérieur. Pour les batchs, on a décidé de faire un seul pod pour les 3 batchs que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Et suivant le besoin, on provisionne un pod à la demande. Voilà. Donc le provisioning est fait au lancement du batch.
Le batch derrière, il utilise l'application web, c'est exactement la même que celle qui est à votre gauche, sauf qu'on n'a pas la partie hautante ici. Donc c'est une application web installée en interne sur OpenShift qui n'est pas exposée vers l'extérieur. Vous voyez ici, il n'y a pas de route, donc il n'y a pas moyen d'y accéder depuis l'extérieur. Ainsi, un batch pourrait accéder à l'application directement sans passer par une couche authentification. Les sujets traités lors de la migration dans OpenShift. Il y a plusieurs sujets. On a commencé à installer OpenShift, c'est le début. Voilà. En fait, c'est le début, mais ça nous a pris quand même un sprint total par rapport à ça, parce qu'il y avait pas mal de choses à clarifier. Il y a une interaction avec les serveurs du client, donc il y a pas mal. Il y a eu des mauvaises surprises, mais on est arrivé à le faire au bout de 2 semaines, c'est déjà pas mal. On a créé les images Docker de notre application. Comme vous voyez ici, il y a 3 composants. Il y a l'application web, les batchs, le web service. Donc on a créé des images Docker pour chacune de ces composants de l'application. On a travaillé aussi sur la partie intégration continue et déploiement continu de l'application. On passe d'un livrable classique vers un livrable dans OpenShift. Donc, on était obligé de revoir le processus d'intégration continue derrière. Nous avons travaillé aussi sur la partie secret qui est très très importante. C'est là où le consultant SI de la sécurité, il intervient. Nous avons des secrets, on a du Kerberos, donc on a pas mal de choses qui concernent les secrets. On a aussi accès à une base de données, donc on a l'aspect login, password pour accéder à la base de données. Aussi, il y a des web services sécurisés. Voilà, donc c'est un sujet très important. Il y a aussi la partie quota et limite. L'application va être installée au sein d'un namespace. Namespace, ça veut dire quoi? Un namespace OpenShift, ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire un projet, un environnement dans OpenShift, donc qui partage les ressources du cluster OpenShift. Donc, il est important de définir des quotas et des limites pour chaque projet déployé dans OpenShift. Nous avons aussi géré le sujet résilience, même si c'était rapide grâce à OpenShift. La partie supervision aussi est importante pour que la production arrive à superviser le cluster OpenShift. Il y a aussi le sujet liveness et readiness qui est aussi très très important pour tout simplement détecter quand est-ce qu'une application se met en vie et quand est-ce qu'une application elle est ready, elle est prête à être utilisée lors d'un déploiement. Aussi, on a travaillé sur les spécificités de l'environnement. Il y a la partie hautante, passage Intel MV2 vers Kerberos. Il y a aussi pas mal de sujets reliés directement à l'application, à l'environnement Windows Linux, tels que les chemins, tels que on a un outil de dédictique PDF. Avant, il utilisait un DLL et là, on passe sur Linux. On passe sur des jars qui savent générer du PDF dans Linux. Donc, il y a pas mal de sujets dans l'environnement qui sont spécifiés par rapport à l'environnement. Il y a l'aspect configuration. On passe sur des images Docker et on veut que l'image Docker soit isoprod. Donc, le sujet configuration est très important pour faire ressortir tout ce qui est configuration vers l'extérieur ou exposer des variables d'environnement rattachées à l'environnement. Ainsi, pour déployer l'application d'un environnement à un autre, on fait que utiliser la bonne conf ou peupler les variables d'environnement avec les bonnes valeurs. L'aspect login est très important. On a travaillé sur la centralisation des logs.
derrière. On a utilisé l'Elasticsearch de OpenShift pour centraliser tous les logs dans un point central. Et derrière aussi la partie cloisonnement, parce qu'une application X ou quelqu'un qui travaille sur une application X n'a pas le droit ou il n'est pas censé d'accéder à une log d'une autre application. Et pareillement, sur les différents environnements, on n'a pas le droit d'accéder à certaines informations confidentielles sur la production au niveau de la log. Voici un aperçu total de tous les sujets qu'on a traités lors de cette migration. Je passe à la hiérarchie des images Docker dans l'application. Je commence par la partie front et web service. On est parti d'une image de base qui est un Tomcat 7 du registry OpenShift. On l'a enrichi par un Tomcat custom. Tomcat custom parce qu'il y a des spécificités clientes avec des librairies partagées qui n'existaient pas dans l'image de base, qu'on était obligé de les répatrier dans une image transverse, Tomcat. Nous avons aussi un socle transverse commun qui hérite du Tomcat Custom et qui propose tout simplement un socle commun à toutes les applications déployées chez le client. Et la dernière couche, en fait la première, c'est la couche qui permet de déployer l'application dans Tomcat. Donc on trouve l'application web et le web service. Pour le batch, on est parti d'une image de base Red Hat Ratio L7. Après, on a rajouté une partie custom. Une partie custom par rapport à cette image-là. Ensuite, comme il s'agit de batch, on a besoin d'un lanceur de batch Java. Donc, on a mis une image spécifique à la JVM. Dans notre cas, on lance les batchs dans un JDK7. Après, nous avons une image par batch qui hérite de tout ce que je viens de citer. Le workflow de déploiement dans OpenShift. Ce que je vais vous montrer à gauche, c'est l'existant. Et ce qui est à droite, ça veut dire ce qui est encadré, c'est ce qu'on a fait. Donc l'existant. Un développeur commit dans SVN. Aujourd'hui, c'est SVN qui est utilisé chez le client. Le Jenkins fait un check-out du code depuis SVN et construit un artefact qui le déploie dans Archiva. Ça, c'est le fonctionnement actuel. Ce qu'on a rajouté, c'est un build and push. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on prend l'artefact qui est déployé depuis Archiva, on construit une image Docker derrière et on push cette image-là au niveau du registry OpenShift. Après Jenkins, il fait un deploy, tout simplement, en passant par le OCCLI, l'OpenShift client, pour faire un déploiement de l'application directement dans le bon namespace, dans notre cas là, le namespace de dev. Donc dans ce cas, le scheduler il intervient, il prend la bonne image du registry qu'on vient de déployer et construit un deployment config derrière dans le bon namespace qu'on a précisé et il lance l'application. Le workflow de déploiement dans OpenShift. On sait très bien qu'on a plusieurs environnements généralement, depuis l'environnement de dev jusqu'à l'environnement de prod.
Comment ça se présente dans un cadre OpenShift? Ça se présente en différents namespaces. Dans notre cas, nous avons 5 namespaces. Un namespace de dev qui représente l'environnement de développement, un namespace de recettes techniques, un namespace de recettes fonctionnelles, un namespace de pré-prod et un namespace de prod. Il faut savoir ici que les namespaces sont vraiment isolés. Ça veut dire qu'il n'y a pas moyen quelqu'un qui a le droit d'accéder à un namespace si bien configuré, bien entendu, quelqu'un qui a le droit d'accéder à un namespace de dev, d'accéder au namespace de production. Donc, à partir des rôles OpenShift, on arrive à faire à des cloisonnements forts entre les namespaces. Et un pod, c'est bien de le mentionner aussi, un pod qui est au namespace de dev, il ne peut pas accéder à un autre pod dans un autre namespace en passant par le service, il est obligé de passer par la route. Voilà. La route, il faut toujours le savoir, c'est la route qui est le seul moyen pour y accéder vers l'extérieur. Depuis la recette fonctionnelle jusqu'à la recette, jusqu'au namespace de prod, on utilise des namespaces transverses, c'est des namespaces de secret. Pourquoi on a fait comme ça? Parce que l'équipe sécurité chez le client veut avoir une autorité KE pour accéder à un namespace, pour injecter tout ce qui est secret. Pour la promotion, imaginons qu'on a déployé, comme je vous ai montré tout à l'heure, notre application, l'application web dans un namespace de dev. Comment on va faire pour faire bouger cette application jusqu'à la production? On passe par Jenkins. On passe par Jenkins pour faire la promotion depuis l'environnement de dev vers l'environnement de la recette technique. Comment ça marche? Jenkins, il va directement dans le namespace de dev, il extrait tous les objets OpenShift depuis la recette de dev. Il y a une moulinette derrière pour transformer tout ce qui est rattaché à l'environnement, attaché vers tous les points qui sont rattachés à l'environnement vers l'environnement cible, qui est la recette technique dans notre cas. Les objets OpenShift qu'on a promus, il s'agit de deployment config, les secrets, les images, les routes, les services et les PVC, tout ce qui est persistent de volume. Une fois qu'on tire tous ces objets-là depuis le namespace de dev, on construit un livrable, on le pousse sur Archiva. Archiva, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour bien suivre les versions de notre application. Et on déploie tous ces composants-là dans le namespace cible, qui est dans notre cas la recette technique. Pour tout ce qui vient après, on a utilisé Control-M. Voilà. C'est un produit orchestrateur comme Jenkins, mais c'est un produit IBM en fait. Voilà. Qui fait la promotion depuis la recette technique vers la production. Donc, je vous ai présenté, voilà, j'ai terminé la présentation de tout ce qui est spécificité technique. Maintenant, je vais vous parler de l'accompagnement des équipes. Une fois qu'on a fait la migration, on avait le besoin d'accompagner les équipes de dev, les équipes d'exploit, les équipes de prod, pour les faire monter sur l'aspect OpenShift, sur le nouveau process qui était mis en place, parce que c'est eux qui vont le récupérer, le bébé après, pour l'utiliser. Donc, on a organisé pas mal d'ateliers, ateliers de formation, ateliers d'accompagnement, et on a suivi les premiers livrables vers la production. Le premier livrable, parce qu'il n'y a eu qu'une seule livraison de production avec la présence de l'équipe OpenShift. Donc, aussi, nous avons traité le retour des équipes. Donc, derrière
comme tout projet, il y a eu des difficultés, des problèmes donc, qui ont été remontés, qu'on les a essayé de le corriger le plus tôt possible. Et on a identifié de nouveaux besoins pour les prochaines applications qu'on va migrer sur la plateforme. Les difficultés rencontrées. Au début, ce n'était pas aussi évident de monter en compétence sur OpenShift. Je parle des gens des consultants qui n'ont jamais vu Kubernetes, qui n'ont jamais vu Docker. Donc, il y a eu pas mal d'efforts dans ce sens-là. Heureusement, on l'a surmonté rapidement. L'équipe n'était pas totalement dédiée. Donc, les membres de l'équipe sont rattachés à leur entité respective. Donc, parfois, ça arrive qu'il y a des problématiques de production au niveau des équipes, des entités respectives d'un membre de l'équipe. Du coup, il est obligé de partir et résoudre en urgence les problématiques qu'il a eues. Voilà. Donc, il n'est plus dans OpenShift. Donc, il y a eu certains blocages aussi pour faire valider certains sujets. Le sujet de promotion. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, nous avons utilisé deux outils. On a utilisé Jenkins et Control-M pour faire le déploiement et la promotion. On a voulu, dès le départ, faire un outil unique de promotion et déploiement. Malheureusement, faute de temps, et ce n'était pas facile à convaincre derrière les clients. On est parti sur l'existant, qui est un Jenkins et Control-M. Aussi, nous avons abordé, je vous ai montré le build, si vous avez vu tout à l'heure, si vous vous rappelez, le build il est effectué dans Jenkins, alors que OpenShift, il offre la possibilité de builder les images Docker et builder la source. Donc, on a eu un blocage dans ce sens-là pour faire pousser le build dans OpenShift. Aussi, nous avons un nouveau mode de fonctionnement qui est nouveau chez le client. C'est le mode de fonctionnement DevOps et agilité derrière. Donc, il y a pas mal de gens qui sont chez le client depuis très longtemps. Ils ne sont pas habitués à ce mode de fonctionnement. Donc, il y a eu pas mal de temps pour qu'ils s'habituent à ce fonctionnement. Avant et après OpenShift. Avant OpenShift, tout simplement pour mettre une infra, c'est ce que je vais vous citer là, c'est des démarches classiques pour mettre une infra pour une nouvelle application qui débarque. Donc on a une étude de besoin, on est obligé de fournir les machines, études sur les machines qu'on va fournir. Donc construction de la machine, livraison de la machine, les actions manuelles sur ces machines-là, et les paramétrages d'éléments sensibles sur cette machine-là. Donc c'est paramétrable à la main. Et l'augmentation de nombre de nœuds, ça veut dire tout simplement si on a besoin d'augmenter le nombre de nœuds dans notre infra, on passe beaucoup de temps à faire les étapes de mise à jour, les étapes de sauvegarde, avant de passer, d'installer de nouveaux nœuds. Et dans tous les cas, dans la majorité des cas, on a un arrêt du service. On a interruption du service lors de cette migration-là. Avec OpenShift, on a gagné pas mal de choses. Il y a certains points que j'ai cités là-haut, mais je le redis parce que c'est important. Pour le développement, on a un déploiement isoprod, on a une diminution de nombre de bugs, on a la prévisionning facile des environnements. Un environnement, c'est un namespace derrière, et construire un namespace, c'est facile à le faire. Donc, en 2 clics, on arrive à construire un environnement complet avec OpenShift. Il y a la possibilité de déployer aussi l'application sans arrêt de service grâce à la haute disponibilité, le round robin intégré directement dans OpenShift. Donc, si on veut faire un rollback, c'est rapide. Ça veut dire que si on se rend compte que l'application il y a un problème, le rollback il est très très rapide. Alors qu'avant, on sait tous qu'un rollback, c'est infernal. On espère tous que ça marche dès les premiers coups pour ne pas faire cette action-là. Voilà, donc derrière,
ce qu'on assure grâce à OpenShift, une meilleure qualité de livrable. Pour l'exploit, il y a pas mal de points aussi. Les points les plus importants, c'est le rollback, la haute disponibilité facile à mettre en œuvre et une supervision plus simple de la production grâce à CloudForm et grâce à l'aspect cluster maîtrisé. Pour l'infra, comme je vous ai cité tout à l'heure, mettre en environnement, c'est très rapide avec OpenShift. Le rajout d'un nœud dans un OpenShift, ça se fait rapidement grâce au playbook Ansible proposé par Red Hat, donc sans arrêt de service aussi. Ça veut dire si on veut rajouter tout simplement des nœuds en production, parce qu'on voit qu'on arrive à la limite des serveurs qu'on a mis en place, c'est très rapide, on met le nœud en place et on configure le playbook Ansible, et on le lance et il n'y a pas d'arrêt de service derrière, ce qui est très important. Et le rollback, pareillement, est très rapide à assurer par rapport aux nœuds comme par rapport aux applications qui sont déployées. Demain, aujourd'hui, on est en train de faire migrer une deuxième application dans le cluster OpenShift. Voilà, donc l'objectif, c'est faire migrer plusieurs applications. On va continuer à travailler sur les sujets autour de l'écosystème DevOps, ce que je viens de vous citer tout à l'heure, concernant l'outil unique, concernant le build dans OpenShift, et peut-être d'autres points intéressants, et pourquoi pas une équipe 100% dédiée à OpenShift. Je termine par un slide Rescale. Voilà, c'est aussi les contacts Rescale. Et n'hésitez pas de nous appeler pour des questions ou si vous avez besoin de savoir plus sur Rescale. Merci à tous. Là, ils me disent que c'est terminé, mais je me permets s'il y a une ou deux questions. Voilà. Oui. Quelles sont les compétences qu'il y a à donner à l'équipe de développement? Parce que finalement, on pourra leur masquer toute la complexité, faire un guide push et ma question c'est ça en fait, on pourra tout leur masquer, créer la part d'ops. Effectivement, on peut tout leur masquer, mais ils ont besoin d'accéder au namespace de développement, donc au niveau OpenShift, pour voir déjà la log, pour voir comment ça tourne son application, et ils ont besoin de connaître comment ça marche OpenShift pour savoir si leur application il est bien lancée ou non. Non, la maintenance d'OpenShift, aujourd'hui, c'est l'équipe dédiée à OpenShift qui l'utilise. Mais demain, l'objectif, effectivement, c'est chaque entité s'occupe de sa partie. Voilà. Oui. Sur une des slides, vous montriez un gestionnaire de secrets qui était en lien directement avec les namespaces. Oui. On peut avoir un nom de l'outil que vous avez utilisé ou pas? En fait, les secrets, c'est intégré c'est déjà intégré dans OpenShift, l'aspect secret. Donc derrière, c'est un objet secret là où on peut D'accord, mettre... c'était juste l'utilisation des secrets OpenShift, le lien qui était représenté, c'était juste ça en fait. Oui, le secret, tout simplement, il a un nom et dans le projet, dans le namespace, on utilise le nom du secret et ce qui est derrière, on peut soit l'exposer dans un chemin au niveau du namespace, soit l'utiliser directement s'il s'agit tout simplement d'un mot de passe pour accéder à une base de données au web service. Très bien, merci. Je vous en prie. Oui, dernière question. Mais c'est pas grave, je vais répondre aux deux questions. J'imagine qu'il y a du legacy chez ce client et que les applications sont stateful. Non, pour cette application-là, elle est stateless. Ah. Ouais. Ma question tombe à l'eau. Mais si vous aviez une explication stateful, vous l'auriez. Aujourd'hui, Tomcat, déjà pour tout ce qui est géré de la réplication de la session, il sait bien le gérer. Donc au niveau Tomcat, parce que c'est la version entreprise qu'on utilise. Mais on n'a pas eu ce besoin-là par rapport à l'application qu'on a déployée. Ok.
Voilà, donc, mais c'est facile à le mettre en place dans ton La persistance casque. Oui, la persistance. Oui. Ok, entendu. Oui. Merci. Je vous en prie. Le fait que vous avez indiqué tout à l'heure que le client voulait à la fois Jenkins pour le tool de delivery entre le dev et l'environnement d'après, Oui. et le reste était sur Control-M. Quelle est C'est la ça. perte d'efficacité d'utiliser un tel processus ou un tel procédé? La perte, déjà, en fait, Jenkins, pour attaquer OpenShift, on passe par des scripts. Donc, on a des scripts maintenus par ceux qui utilisent Jenkins et d'autres scripts qui sont maintenus par ceux qui utilisent Control-M. Donc, on duplique les scripts alors que derrière, ils font le même boulot. Donc, derrière, il a dû perdre du temps. Et vous l'avez Control-M, c'est évalué à combien juste? Enfin, c'était ça un peu ma réflexion. Je sais bien, à ce moment-là, vous avez D'accord. deux types de scripts différents que vous devez effectivement, maintenir, avec potentiellement des bugs différents ou une façon différente de gérer, donc un fonctionnement en définitive qui peut être différent. Vous l'évaluez à quoi, vous, en tant qu'intervenant sur cette mission-là, cette perte d'efficacité et de qualité? En fait, ouais. tout simplement, cette efficacité, sincèrement, on ne l'a pas évaluée, mais derrière, c'est totalement évident que le fait de merger tout dans un seul outil, on va gagner au niveau de time to market, au niveau de maintenance, on va gagner derrière pas mal de points. C'est qu'une étape intermédiaire de votre client ou il veut rester comme ça? C'est une étape intermédiaire. Oui, peut-être. Je vous remercie. Merci.